Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien Beaujeau qui nous fait l'amitié de venir partager ses points de vue sur toutes les formations qu'il a pu donner en intelligence artificielle depuis ces dernières années. Sébastien, tu es un explorateur numérique. Merci de venir ce matin partager ton recul depuis ces 3 années de formation en intelligence artificielle générative. Écoute, je suis très heureux et très fier que tu m'aies invité. Donc, c'est pour moi un honneur de venir par ici et de partager ce moment avec toi et sur un sujet qui nous passionne tous les deux, évidemment, que sont les IA génératives et puis évidemment la formation. Donc, je suis vraiment très heureux et très impatient de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, j'aurais aimé savoir ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intelligence artificielle et à devenir formateur. Alors, c'est un parcours un peu atypique. Moi, je viens absolument pas de la tech. Je viens absolument pas de l'ingénierie informatique, du développement informatique. C'est pas du tout dans mes compétences. Je suis venu dans le monde des IA un petit peu par hasard, un jour du 30 novembre 2022, à la sortie de ChatGPT, parce que moi, avant, j'étais rédacteur web SEO, donc j'écrivais des articles de blog pour les sites internet, et j'ai vu arriver ChatGPT, j'ai compris que ça allait transformer mon métier. Donc, j'avais 2 choix, soit arrêter et puis monter une épicerie fine en Corrèze, abandonner, ou alors me passionner pour la chose, essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce qu'on pouvait faire avec. Donc évidemment, si on est là aujourd'hui, c'est que j'ai choisi la deuxième solution. Donc j'ai été curieux, j'ai testé, j'ai exploré, j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec, ce qu'on ne pouvait pas faire avec, j'ai vu les transformations que ça allait amener, ça m'a passionné, mais alors totalement. Je m'y suis mis H24, et puis d'autres IA sont arrivés. J'ai vu aussi la transformation que ça pouvait amener dans le milieu professionnel, dans le monde de l'entreprise, ça m'a intéressé. Et de tout ça, de ces explorations, j'étais avec toi les premiers à commencer à tester et à découvrir tout ça, et donc j'ai décidé de transmettre. Donc je suis devenu formateur par le biais début de formation dans les CCI pour les TPE PME, et puis de fil en aiguille maintenant depuis 2 ans et demi, 3 ans, je fais de la formation diverses et variées et ça me passionne. Merci Sébastien de nous partager ton parcours. C'est passionnant parce qu'en fait, il y a plein de façons d'arriver à l'IA. On embrasse la Corrèze. En termes de formation, alors moi c'est pareil, je viens pas du monde de l'ingénierie. Je me suis intéressée à l'IA comme toi quand ChatGPT est arrivé. J'ai décidé de monter très vite en compétences en me formant avec MIT et IBM pour avoir une vision plus globale et moins ingénieure finalement de ce qui existait. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, je pense, pour arriver à l'IA générative, si ce n'est la curiosité, comme tu l'as évoqué, s'intéresser, tester et puis après pouvoir transmettre. Je vais commencer avec une question. Est-ce que pour toi, le fait, donc tu n'étais pas formateur initialement, si je dis pas de bêtises, mais est-ce que le fait d'utiliser l'IA, enfin l'arrivée de l'IA du coup dans les formations, est-ce que toi tu as commencé à l'utiliser? Est-ce que tu as vu une différence dans la création de tes formations grâce à l'IA? Oui, très clairement, dans la montée en compétences en fait, dans le gain de temps, dans la préparation d'un déroulé pédagogique, dans la préparation d'un plan de formation, un contenu de formation. La montée en compétences, je continue à l'utiliser en fait. J'aime beaucoup itérer, brainstormer avec les IA génératives, en l'occurrence très régulièrement avec ChatGPT, ce qui me permet, si tu veux, d'avancer, d'aller vers des angles, des visions auxquelles j'avais pas forcément pensé. Je brainstorm beaucoup avec ChatGPT et ça m'aide énormément dans ma façon de former. Ça m'aide aussi dans l'après-formation. Si potentiellement j'ai eu alors pas des soucis, des problématiques, mais des moments plus difficiles dans une formation, ça peut arriver. Je brainstorm après avec l'outil. En retour dans la voiture en Bluetooth avec le mode vocal avancé, on discute et puis on refait presque le monde de la formation. Donc oui, ça m'aide énormément, ouais.
tu l'utilises vraiment comme un assistant Ouais. qui va t'aider à aller plus loin que ce que tu proposes et à améliorer ce que tu as déjà proposé en fonction des feedbacks. C'est ça, il peut très bien me suggérer aussi des ateliers de formation auxquels j'avais pas forcément pensé. Donc franchement, ça m'aide beaucoup. Après 2 ans et demi que je fais de la formation, il y a aussi maintenant l'expérience qui est là, mais ça continue de m'aider beaucoup. Et comme je suis en tout cas moi sur du public divers et varié, ça peut être des services RH, ça peut être des artisans, ça peut être le monde du bâtiment, de l'industrie, de l'agroalimentaire, de la santé, etc., etc., de l'éducation aussi. Donc les cibles sont vraiment très éclectiques. Donc c'est quasiment du cas par cas. Il faut que je personnalise aussi mes formations. Et de ce côté-là, ChatGPT m'aide énormément. Ça, c'est super intéressant parce que je suis dans le même cas que toi, donc moi, ça m'intéresse en tout cas. C'est vrai que d'avoir différents profils, différents métiers en fonction de l'industrie, tu es obligé de personnaliser à 100% tes formations. Est-ce que toi, dans tes formations, tu vas plutôt aller sur des outils et des applications métiers ou est-ce que la demande est plutôt sur des applications métiers ou sur la connaissance des outils, l'approfondissement de la connaissance des outils ou tu vois encore des phases d'acculturation de niveau premier? Alors, je suis étonné. Fin 2024, je me suis dit, bon, maintenant, voilà, on a fait l'année d'acculturation, de sensibilisation à ChatGPT et aux IA génératives. Bon, maintenant, on va passer à la phase 2, peut-être implémentation, quelle stratégie à mettre dans l'entreprise, etc., etc. Et je suis encore étonné, début 2026, à l'heure où on enregistre ce podcast, que on est encore sur des phases d'acculturation et de sensibilisation. Dans les groupes que je reçois, les apprenants qui sont en face de moi, quasi 50-60% des apprenants sont encore loin de la découverte des IA génératives. Pour la plupart, ils ont entendu parler de ChatGPT, mais n'ont pas gratté, n'ont pas essayé, n'ont pas testé, ou alors très très peu. Donc il y a vraiment encore un travail d'acculturation et de sensibilisation à faire. Et je suis assez étonné là-dessus, parce que je pensais que ça allait aller plus vite. Après, moi, ça m'arrange, parce que, évidemment, en toute transparence, ça fait du business, donc il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais il y a encore vraiment besoin de cette acculturation et de sensibilisation à faire. Beaucoup de monde dans les entreprises encore qui sont encore loin de tout ça et qui sont encore loin du champ des possibles en fait. Et la plupart, même ceux qui ont testé sont juste, ils arrivent dans notre petit tour de table de la formation. Le cas d'usage, c'est reformulation de mail ou je sais pas comment répondre à ce mail. Tiens, ChatGPT va m'aider. Point barre. Donc on est vraiment que sur du très 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 basique et ils sont loin d'imaginer ce qu'ils peuvent faire avec ce genre d'outils. Donc il y a encore du travail. Ça c'est cool. Hyper intéressant. Je constate aussi que j'ai encore de l'acculturation. C'est pour ça que quand on regarde nos feeds LinkedIn, on a l'impression qu'on est déjà tous aux agents IA, mais non, Ouais. on en est encore très très loin. En tout cas, moi aussi, je le vois dans les formations que je peux donner. Moi, j'ai de l'acculturation. Même constat que toi. Beaucoup de personnes qui sont très loin du monde numérique, en fait, de base. Et donc, l'IA, c'est encore un step supplémentaire. Et je pense qu'il y a dans pas mal d'entreprises le fait de ne pas forcément avoir généré une transformation numérique et de se jeter parfois sur l'IA pensant que ça va résoudre tous leurs problèmes. Et c'est un souci parce que non, l'IA va pas résoudre les problèmes, au contraire, ça va plutôt exacerber ce qui ne va pas. Donc ça, je le vois peu, mais je le vois quand même. Je vois donc pas mal d'acculturation comme toi, pas mal de personnes, peut-être moins de pourcentage que toi parce que j'ai peut-être pas la même cible, mais c'est vrai que j'ai bien 20 à 30% de personnes qui n'ont jamais utilisé l'IA, aucun outil d'IA générative, qu'on a juste entendu parler. Et d'ailleurs, petit aparté, je donne des cours et c'est pareil chez les étudiants, j'en ai toujours 2-3 qui sont très réfractaires et qui n'utilisent pas l'IA. Il y a une représentativité des personnes qui ne souhaitent pas utiliser l'IA ou qui n'y ont jamais touché et qui après, généralement, après une formation, ont envie d'aller plus loin. Mais c'est vrai qu'en termes de cas d'usage, si on n'est pas dans les métiers, c'est pour ça que je te posais la question, parce que moi, c'est le step 2, c'est de me dire, on rentre dans le métier, on rentre dans ce que vous avez à faire, et à ce moment-là, on peut aller sur des outils spécifiques qui vont vous permettre d'aller plus loin, et on peut former avec des cas d'usage qui sont concrets, mais ça veut dire que l'entreprise a quand même une maturité sur le sujet que tu peux pas avoir en acculturation. Après, c'est compliqué aussi de travailler, en tout cas pour l'instant, sur leur logiciel métier. Parce que généralement, les services RH ont leur logiciel métier. Moi, j'ai pas les compétences en fait de ces logiciels-là. Le seul, alors qui est peut-être un logiciel métier en fait, alors je le considère un petit peu comme ça, c'est l'arrivée quand même de Copilot dans la suite Office. Sur une IA générative, on est bien d'accord, mais c'est l'arrivée quand même de l'IA dans la suite Office. Et je sens qu'il y a aussi de ce côté-là sans doute de la formation à faire parce que tout le monde travaille avec la suite Office ou quasiment tout le monde travaille avec la suite Office et ils ont vu arriver aussi Copilot. Alors
Pas pour tous, parce qu'il faut des forfaits nécessaires, évidemment, mais il y aura sans doute besoin aussi de les accompagner je commence à faire des formations, en fait, essentiellement sur cette partie-là, Copilot dans la suite Office, comment on peut l'utiliser dans Word, comment on peut l'utiliser dans Excel, dans Teams, dans Outlook, etc., etc. Donc là, on est dans le logiciel métier. Je crois que Microsoft est sur la bonne voie, en fait, avec Copilot. Je trouve que c'est encore un peu cher, donc c'est ce qui freine. Mais comme les salariés dans l'entreprise ont l'habitude d'être dans la suite Office, ont l'habitude de Word, Excel et tous les outils, eh ben, ils sont à l'aise ici, ils sont dans leur zone de confort. Et si on leur rajoute une IA générative, un agent conversationnel dans leur zone de confort, eh ben, je pense qu'ils vont y aller un petit peu plus vite qu'un outil externe comme ChatGPT, Gemini ou Mistral. En tout cas, c'est ce que je sens arriver, en fait. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je sens ça. Bah écoute, j'ai le même constat. Ça a commencé l'année dernière, effectivement. Copilot a déjà largement amélioré ses capacités, donc ça a forcément créé plus d'intérêt, parce qu'il était quand même très loin, et là, il a mis un petit coup de boost pour s'améliorer. Et c'est vrai que dans la suite Office, alors moi, j'ai le même constat que toi, c'est-à-dire que j'ai des personnes qui veulent apprendre à mieux maîtriser Copilot, mais j'ai des entreprises qui ne sont pas nécessairement prêtes à payer les licences pour les employés. Donc il faut jongler entre la réalité économique, parce que ça va vite, hein, des licences à 20 balles par personne, quand tu as une boîte de 150 personnes, ça peut aller très vite. Donc il y a des sélections de personnes qui utiliseront l'IA généralement sur demande et sur justification de l'usage de l'IA, et une formation globale des personnes sur ce que peut faire Copilot AI. Et moi, j'ai constaté que, comme toi, les personnes, elles étaient très contentes parce que c'est dans leur suite Office et puis elles sortent pas de leurs habitudes. J'ai constaté aussi qu'il y avait pas mal de Shadow GPT, malgré tout, parce que GPT est quand même plus rapide et considéré comme plus efficace que Copilot, alors que c'est pas totalement vrai. Et ce que j'ai constaté aussi, et je sais pas si toi t'as creusé et t'as pris une licence payante Copilot justement pour pouvoir creuser, ce que je regrette, c'est que c'est uniquement un agent conversationnel, dans le sens où, ce qui serait vraiment un game changer selon moi, c'est que par exemple sur tes Word, tu puisses lui faire apprendre de tes habitudes, tu crées ton RAG en fait de documentation et que tu puisses l'améliorer et qu'il puisse lui aussi te proposer des choses de plus en plus poussées. Parce qu'aujourd'hui, Copilot, finalement, c'est juste, même s'il est très pratique, attention, hein, je l'adore, mais c'est juste un agent conversationnel, finalement. Alors, ils ont quand même. Moi, j'ai la version effectivement payante, hein, enfin plus avec l'option Copilot, évidemment, pour pouvoir tester. Je trouve que ça s'améliore beaucoup et ils ont créé en fait une sorte de hub de l'écosystème Microsoft où il y a quand même pas mal de fonctionnalités intéressantes au-delà de l'agent conversationnel, avec la possibilité effectivement de créer par exemple des assistants aussi assez facilement, qui peuvent nous accompagner dans nos missions et dans nos tâches. Ils développent cette plateforme-là qui est accessible aussi, hein, ce hub, pour les forfaits business classiques, hein, sans avoir l'extension Copilot. Et je trouve que ça commence à ouvrir le champ des possibles. On a la possibilité aussi maintenant, dans les versions plus, de personnaliser aussi l'outil. On n'est pas à la capacité de ChatGPT, je trouve, évidemment, mais il commence aussi à mémoriser, à comprendre le contexte dans lequel on travaille. Je trouve que ça va dans le bon sens. Là où ça peine, c'est effectivement sur la partie tarif et que, évidemment, les entreprises sont pas prêtes non plus à offrir un abonnement plus à 300 collaborateurs. On est bien d'accord. Je pense que tout ça va évoluer. Après, est-ce que tout le monde a besoin de l'option plus? Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a aussi dans les entreprises des audits à faire pour savoir quel profil peut aller plus loin. Mais je trouve qu'ils vont dans le bon sens, ils transforment leur outil. Et je te dis, cette plateforme, ce hub-là, est super, super intéressant. Moi, j'étais pas fan au début. Et j'ai mis le pied dedans et très franchement, je trouve ça intuitif. Et de plus en plus, je bascule un peu dans l'écosystème Microsoft. Alors moi, j'ai moins de besoin en fait, si tu veux, parce que moi, j'ai pas, par exemple, tu vois, Excel, je m'en sers jamais, donc Word non plus. Donc si j'y vais, c'est vraiment pour de la partie test. J'ai beaucoup testé, je teste beaucoup aussi sur la partie PowerPoint que je trouve intéressant. Et tu vois, j'aime bien tester dans mes présentations de formation, une formation réalisée avec Copilot dans PowerPoint, une présentation réalisée avec Gamma pour voir ce que ça donne, tu vois, avec Canva aussi, tu vois, donc pour voir un petit. Et dans PowerPoint, ouais, ça commence à être super intéressant. Je commence à bien apprécier le petit Copilot dans Microsoft et dans Windows. Ah, c'est clair, le PowerPoint, il est assez fou et je pense qu'ils vont vite rattraper Gamma là-dessus. Parce que tu as tout le savoir de l'entreprise, tu as toute la mise en page
Après, c'est de l'IA, c'est-à-dire que des fois, c'est qui tout double, il peut te sortir une super presse et puis la fois d'après, il va te parler en anglais, il voudra pas switcher au français et ça va être compliqué. Il y a quelques petits bugs à améliorer selon moi, mais c'est vrai que l'outil, il est vraiment très intéressant, je te rejoins. Pour celles et ceux qui nous écoutent, en fait, si vous avez juste le forfait business, vous allez dans vos paramètres de votre ordinateur et normalement, si les mises à jour sont faites, il y a M365 qui traîne quelque part et donc vous cliquez dessus et puis vous l'ouvrez avec votre compte Microsoft et vous avez cette petite plateforme-là qui regroupe tout l'écosystème Microsoft avec pour les versions plus, et bien maintenant des possibilités aussi de faire du podcast, de faire ces comptes rendus en podcast, en audio, etc. etc. Ah, Il rajoute pas mal de petites choses. Il y a des assistants qui sont proposés aussi par Microsoft. Il y a des assistants qu'on peut créer aussi. Donc voilà, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. Donc il faut y regarder sur cette partie-là parce que je pense qu'il y a peut-être des formations à faire de ce côté-là un jour. mais t'as entièrement raison. Alors moi, il y a un besoin de formation, et puis là où je te rejoins à 100%, c'est qu'il y a des acteurs qui sont solides et qui sont là depuis des années, et je pense que Microsoft en fait partie. Et donc, clairement, ils vont tout faire pour rester dans le game et être à un niveau où ils vont devenir indispensables C'est des sûr. salariés. Juste pour terminer sur Copilot, effectivement, il y a aussi, moi j'aime beaucoup le prompt coach qui t'aide à justement améliorer tes prompts. Ouais. Donc ça, c'est pas mal aussi pour les personnes qui débutent et qui savent pas trop comment, qui n'ont pas forcément eu de formation et qui savent pas trop comment créer un prompt, ça peut les aider à monter en compétence sur le sujet. Ils ont rajouté en fait dans le hub M365 quand on a la barre d'instruction et quand on descend en fait ils ont rajouté une bibliothèque de prompts. Oh, bien. Ouais, sur les thématiques diverses et variées. Donc ça peut être aussi une première approche aussi pour tester l'outil. C'est génial. Moi, c'est une de mes recommandations en formation en interne, c'est qu'ils se fassent des bibliothèques de prompts et Ouais, qu'ils se moi les aussi, ouais. partagent entre eux. Mm. Donc là, si Microsoft met le doigt dessus, c'est carrément canon. C'est super parce que ça m'a amené à cette question que je voulais te poser. Est-ce que toi, tu as un outil d'IA préféré? Ou deux ou trois, hein, parce que c'est dur d'en citer qu'un. Mais ce serait quoi tes deux, trois outils préférés sur lesquels tu t'amuses le plus? Alors évidemment, avantage au premier, ChatGPT, c'est celui que j'utilise le plus de toute façon. Oui, j'ai commencé avec ChatGPT, donc je suis dans ma zone de confort avec ChatGPT. Il a appris à me connaître, j'ai appris à le connaître. On a une collaboration depuis plusieurs années maintenant. Là, alors j'ai presque envie de dire une relation, même si je l'utilise très 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 rarement pour la vie perso. C'est quasi essentiellement pour la vie pro ou alors pour des montées en compétences sur des thématiques, des sujets que je maîtrise un petit peu moins. Donc évidemment, oui, ChatGPT, puissant, pertinent, cette identification, cette personnalisation qu'a l'outil dans ses réponses, moi j'adore. Puis ils font avancer aussi l'outil, même si ils ont pris une claque avec l'arrivée de Gemini et puis de Nano Banana évidemment. Mais c'est number one encore aujourd'hui. Je pense que ça va le rester longtemps. Sinon, j'aime beaucoup utiliser NotebookLM. Je trouve super intéressant. Et là aussi, Google fait avancer son outil. J'aime beaucoup la partie podcast, la partie vidéo, maintenant infographie, PowerPoint, etc., etc. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Je commence à l'utiliser de plus en plus en fait. Quand je le présente aussi dans mes formations, les gens y vont. Petit éducation évidemment. Je forme aussi des profs et des enseignants, donc ils ont vite compris l'intérêt qu'ils pouvaient avoir avec ce genre d'outil-là. Donc celui-ci et puis j'ai envie de dire Gemini quand même. J'aime beaucoup la partie visuelle. J'aime beaucoup maintenant sa capacité à réaliser des infographies dynamiques, non statiques, une sorte de mini site internet, de mini application avec Gemini. Je l'utilise assez rarement sur la partie rédactionnelle, mais plutôt sur la partie visuelle. Puis après, je termine sur deux autres outils que j'utilise assez souvent aussi. Perplexity, évidemment. Moi, Perplexity m'a complètement changé ma façon d'aller chercher l'information sur Internet. Je vais plus sur Google, c'est Perplexity direct. Midjourney aussi. Alors, ça fait partie des résolutions de 2026 de monter en compétence sur Midjourney. Je le trouve super intéressant et assez épatant dans ses résultats et je m'amuse beaucoup avec Midjourney. Super intéressant, mais c'est vrai qu'il faut pas se fier qu'à un seul LLM parce qu'au final, sinon on tourne un peu en boucle, même si on crée cette relation finalement. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture, on est dans nos biais de confirmation, donc c'est bien d'aller un petit peu ailleurs sur Perplexity ou sur Gemini pour challenger aussi ces échanges. Midjourney, moi aussi je l'adore, alors là je te rejoins à 100%. Moi je suis en train de changer un peu de crèmerie, c'est-à-dire que ChatGPT, on a effectivement travaillé pendant 3 ans, mais c'est vrai que Gemini Pro et passer quand même très très loin devant. Alors avec ses forces et ses faiblesses, c'est-à-dire que ChatGPT, il reste l'indétrônable polyvalent. Tu lui poses n'importe quelle question, effectivement, il te connaît, donc ça va assez vite. On a nos habitudes et Gemini, lui, il est pointu, force de frappe.
mais moins ouvert finalement, je trouve, dans ses réponses qu'un chat GPT. Du coup, il va oublier, entre guillemets, il va être trop pointu dans un angle et moins large sur ce que te ferait un GPT. Donc c'est intéressant de garder plusieurs outils en tête. Et Midjourney pour les images, je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas fait mieux encore, hein, même s'il y en a qui Non. sont très très sympas, comme Rêve ou Ideogramme, mais Oui. Midjourney, il est vraiment fou. Je te rejoins à Mm. 100%. C'est marrant, ouais, parce qu'on en parle peu de ce rêve en fait. Il est sorti juste avant l'arrivée de Sora, je crois, Ouais, donc ça l'a un ouais. peu plombé. Mais c'est super. Moi, je l'utilise de temps en temps, effectivement. Alors, j'utilise quand je suis bloqué dans Gemini, par exemple, sur des droits d'auteur ou des choses comme ça, tu vois, sur des logos marques où je peux pas le faire avec Gemini ou avec Midjourney. Rêve est un peu moins bridé. Oui, Donc, on peut faire un peu plus de choses. Et c'est, ouais, celui-ci est complètement inconnu, hein. oui, Et après, nous, évidemment, c'est ça qui est passionnant aussi, je trouve, dans nos métiers, c'est que on se doit aussi d'aller tester des outils divers et variés. Je t'en ai cité 4-5, mais évidemment, j'en ai beaucoup plus en test et en exploration, etc., etc. Et c'est véritablement passionnant parce qu'on les voit avancer, on les voit progresser et suivre leurs avancements. Je trouve ça super intéressant. Alors, ça demande du temps qu'on n'a pas forcément toujours, mais ça reste véritablement passionnant. On n'est pas sur un écosystème statique. Et il est vraiment mouvant. Alors, parfois, c'est un peu déprimant et on est à la limite du burn-out parce que on n'en peut plus des nouvelles fonctionnalités qui débarquent et que souvent on découvre en plus en formation. ça arrive. Moi, moi, c'est ce que je dis souvent en début de formation à mes apprenants. Je leur dis, vous inquiétez pas si à un moment donné, je vous présente un outil, que je l'ouvre et que je ne dis plus rien. C'est pas que je suis malade, c'est juste que je viens de découvrir un outil qui n'était pas là ou une fonctionnalité qui n'était pas là hier. Et ça m'arrive de temps en temps. Donc, au-delà de la formation, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de se pencher aussi sur l'évolution de ces technologies-là et qu'est-ce que ça vient transformer dans le monde de l'entreprise, mais pas que, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de consommer, dans notre façon de vivre tout court, de travailler, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose véritablement qui m'intéresse et qui me passionne aussi. Je te rejoins. C'est vrai que j'en parlais hier à des étudiants. J'ai lu une étude, alors je saurais plus te citer qui. C'est quelqu'un qui le relayait sur LinkedIn, qu'en fait, le contenu qui était réalisé par des humains, les personnes qui les relisaient étaient beaucoup plus exigeantes que des contenus réalisés par des IA, où là, les humains étaient beaucoup plus flexibles. Hmm. Je trouvais ça intéressant sur ce que ça disait de cette transformation de la société. Ouais, tout à On fait, est ouais. plus exigeant avec Ouais. des humains qu'avec des machines. Ah ouais, oui, ce qu'il faut faire attention, ce qui est un peu dangereux parfois. Et je trouve que, parce que j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui me disait, ouais, moi, j'adorais les années 80, c'était cool, j'aimerais bien revenir, voilà, etc. Il y avait plein de choses, machin. Et je lui dis, mais moi, pas du tout, en fait. Mais t'imagines pas le bonheur que j'ai de vivre le monde qu'on vit aujourd'hui. Alors, évidemment, je suis pas non plus dans le monde des bisounours. Je vois bien ce qui se passe. Je sais bien aussi qu'on est dans un monde qui est anxiogène, qui est compliqué au niveau géopolitique, évidemment. Ça s'arrange pas, on est bien d'accord. Mais de vivre de l'intérieur cette transformation-là, avec l'arrivée de ces technologies-là que sont les IA, waouh, qu'est-ce que je suis content de vivre aujourd'hui. Et sans savoir évidemment jusqu'où ça va nous mener, je verrai pas la fin, évidemment. Mais c'est passionnant de vivre ça je trouve ça passionnant de vivre ça de l'intérieur. Et moi, ça m'intéresse vraiment fortement, ouais. Mais c'est une concrétisation finalement de tous ces livres ou films de science-fiction qu'on a pu lire ou voir, et là on le vit, donc je te rejoins, c'est complètement dingue, et c'est une chance incroyable de pouvoir vivre ça, et comme toi, de voir jusqu'où on ira ou on ne le verra pas, mais en tout cas de participer à cette transformation. Et alors tu m'amènes une super transition parce que justement, quelles sont selon toi les compétences humaines qu'il faut surtout pas remplacer avec de l'IA? Les agents conversationnels comme ChatGPT et les autres ont de fortes capacités, ils sont pertinents, ils sont puissants, ils nous accompagnent fortement au quotidien, mais ils n'ont pas de compétences socio-professionnelles ou de compétences socio tout court. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intention, d'intuition, d'émotion. Ça, je pense qu'ils n'en auront pas, ou alors pas tout de suite. Donc, ils n'ont pas ce besoin relationnel et humain que nous, on a envie. On est des animaux qui aimons, en tout cas, j'ose espérer le plus longtemps possible, qui aimons la relation humaine, qui aimons partager des choses avec des humains. On aime discuter, on aime se rencontrer, on aime partager des choses, on aime se voir, on aime s'écouter, on aime chanter ensemble, on aime danser ensemble, on aime voyager ensemble. Et ça, les IA ne pourront pas remplacer ça. C'est rassurant, d'un côté. Ils sont là, ils sont bien, ils sont intéressants, ils sont pertinents, mais rien n'empêchera la relation humaine
humaine. Et alors je sais, hein, certains ont trouvé dans ChatGPT, dans d'autres IA et dans d'autres Mm. agents conversationnels un confident, un ami, etc., etc. Certes, mais je pense que on est encore sur des cas très minimes. La plupart de nos concitoyens ou congénères ont envie de relations humaines et ça, l'IA pourra pas le remplacer. Et la preuve en est de notre discussion aujourd'hui. Je suis pas ou alors je me trompe, mais je pense pas. Je Je t'ai suis pas pas en dit, je train suis de une IA. discuter avec une IA et je pourrais pas avoir, tu vois, cette discussion, cet échange, cette convivialité avec toi, avec une IA. Donc ça pourra pas remplacer ça. Et Dieu merci. C'est beau. Notre force, ça restera les relations et les humains. J'aime beaucoup. J'ajouterais juste un tout petit point. Moi, j'ajouterais aussi, enfin, mais ça rejoint exactement ce que tu viens de dire, c'est notre sens critique de Oui. pouvoir prendre du recul parce que par rapport à ce que nous proposent les outils d'IA et pouvoir se dire, bah, ça va pas. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Tiens, ça me paraît bizarre. Et c'est ce qui, je pense, fait la force des outils d'IA, c'est qu'ils nous obligent à ouvrir plein de champs des possibles, à nous challenger, mais aussi à remettre en cause les résultats. Ça permet, je pense, à l'inverse de tout ce que j'ai pu lire, enfin, ça dépend de comment tu l'utilises, mais j'ai lu beaucoup d'études qui disaient, mais attention, on va devenir plus bête, etc. Bah non, si on l'utilise vraiment comme un outil, finalement, ça va nous challenger pour aller encore plus loin et peut-être se poser des questions qu'on se posait pas par habitude, par réflexe, par facilité. Et là-dessus, je trouve que c'est des outils qui sont, hormis la productivité, le fait qu'on va plus vite sur plein de choses, intellectuellement, ça peut être des outils qui sont super intéressants. Ah ouais, mais complètement, là, je te rejoins parce que moi, c'est comme ça que je l'utilise, en l'occurrence, ChatGPT, c'est vraiment sur cette partie-là d'humain augmenté. Alors, je sais, hein, c'est un gros mot, mais c'est un peu ça quand même. Et moi, c'est ce que je ressens à la collaboration que j'ai avec ChatGPT. C'est ça, c'est que je lis un truc, un article, un sujet, un process, une thématique, une vision. Et puis après, on va ensemble échanger, converser sur ce sujet-là, et c'est là que je monte en compétence en fait. Et je pense effectivement qu'ils peuvent vraiment nous apporter beaucoup de choses si tant est effectivement qu'on les utilise à bon escient. Je pense qu'il y a un vrai travail, et tu parlais de l'esprit critique, c'est vraiment le cœur du réacteur. Et je bifurque un petit peu sur la partie éducation. Moi, j'essaie de mener des combats aussi sur cette partie-là parce que je pense qu'il est urgent quand même de former, de sensibiliser, d'acculturer aussi les générations qui arrivent à Mm. l'utilisation de ces outils-là, qui ont vite compris, eux, l'utilité qu'ils pouvaient en avoir, mais sans doute pas de la bonne manière. Et je pense qu'il faut rapidement les former, les sensibiliser. Je parle beaucoup avec des enseignants, mais j'imagine que toi aussi, et tu rencontres aussi toi de ton côté des étudiants. De toute façon, on peut plus interdire maintenant l'utilisation de ces outils. Donc en plus, le monde qui arrive, ça va être un monde d'IA, donc il faut quand même qu'ils s'y préparent. Et il y a un vrai travail de formation et d'accompagnement des jeunes générations à l'utilisation de ces outils parce que, bah oui, eux, de leur côté, ils n'ont pas encore cet esprit critique. C'est du copier-coller parce que derrière, bah, ça me fait gagner du temps et je peux aller jouer avec Minecraft. Vraiment un travail urgent à faire. Faut pas perdre de temps, je pense très, très clairement sur cette partie-là. Et moi, ça fait partie des combats que je mène. Bah, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai changé d'avis à ce sujet-là l'année dernière. J'étais contre. Je me disais non, mais ils sont trop jeunes, c'est pas possible. Et puis, bah, j'ai eu l'opportunité, les hasards de la vie, de former des collégiens et lycéens dans une école qui avait initié cette journée-là. Et en fait, c'était passionnant. Et ils sont déjà dedans, en fait. Ça sert à rien de se dire non, faut pas les former. Si, je te rejoins, ils sont déjà dedans. Et ils y sont mal parce que effectivement, ils réfléchissent, enfin, ils remettent pas en cause. Il voit la facilité, il fait mes devoirs et puis bah merci, au revoir, je vais faire effectivement aller jouer à mes jeux derrière. Donc il est urgent de les former parce qu'ils y sont déjà et c'est vrai que c'est là où il y a le plus gros du travail. Donc là j'étais sur les collégiens, lycéens et là je vais te partager mes étudiants. Moi j'ai animé un hackathon en design thinking l'année dernière. Et je leur ai dit, bah voilà, au choix, moi j'aime utiliser la méthode du design thinking, donc on va réfléchir, on va sortir les post-it, etc. Mais si vraiment vous êtes bloqué, ce qui peut arriver, hein, vous utilisez des outils d'IA. J'ai des étudiants qui m'ont dit, ah non, s'il vous plaît, madame, déjà on l'utilise tout le temps, est-ce qu'on peut faire une pause un peu des outils d'IA? Et ça m'a étonnée, mais en fait, ils l'utilisent tellement pour tout et pour rien, à tort et à travers, que quand tu leur proposes de l'utiliser intelligemment, finalement, ils se disent, ah non, j'ai plus envie, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi que ce soit du collège jusqu'aux écoles préparatoires, et moi, je donne des cours en école préparatoire, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Enfin, les écoles post-bac, il faut les former, il faut les accompagner, ces jeunes. Il faut pas les laisser tout seuls avec des outils qui ont ces puissances-là et ces capacités de te faire croire que c'est facile et que ils vont le faire à ta place. Ouais, tout à fait. Et là où je suis un peu étonné,
pour ne pas dire un peu énervé, mais ça va bien se passer. Je comprends pas pourquoi les institutions éducatives, que ce soit les collèges, les lycées ou les autres écoles, n'organisent pas des temps de sensibilisation dans les écoles. Je pense que l'école dont tu parlais, où tu es intervenu pour les collégiens, je trouve ça génial. Mais ça devrait être partout et régulièrement. Et que ça soit fait par des personnes extérieures. Parce que j'en discutais avec des profs, les enseignants, oui, ils pourraient sensibiliser à ça, mais je pense que le message ne serait pas aussi bien perçu que si c'est une personne de l'extérieur qui vient leur parler, qui vient les sensibiliser. Et je pense qu'il faut absolument qu'il y ait l'organisation de ces temps-là maintenant dans les collèges, dans les lycées, et puis post-bac aussi, dans toutes les institutions éducatives. Il faut venir parler de ces outils-là, leur montrer ce qu'on peut faire avec, les dangers de ces outils. C'est urgent. Je pense que c'est urgent. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, il y a l'école où je suis intervenue, il y a un gros manque d'informations et de formation des enseignants sur ces outils. Du coup, il y a un rejet, alors que c'est là. Ça sert à rien de tout rejeter, c'est là et ça va pas partir. Donc, il faut plutôt apprendre à bien travailler avec. On va pas refaire le monde. Non, il y a du boulot de ce côté-là. Mais après, ça commence à bouger. Tu vois, c'est ce qui est un peu bizarre. C'est un peu plus à l'heure actuelle dans le secteur privé que ça bouge. Où il y a des journées de formation qui sont organisées pour les enseignants, pour les former à l'utilisation de l'outil. Et puis aussi pour essayer de comprendre comment ils peuvent, eux, de leur côté, sensibiliser les élèves. En fait, il manque de repères. Ils voient bien que tout ça, ça bouge. Mais comment je fais, comment je leur en parle, comment je les sensibilise. Ils ont un vrai besoin de ce côté-là. C'est intéressant, tu m'as donné des idées. Je vais aller voir ma ville et je vais leur dire, allez, enfin, il y a les cafés IA qui existent, mais c'est pas pour les étudiants, mais on devrait organiser les cafés IA pour les collégiens et les lycéens et effectivement, et les enseignants, bien sûr, pour impliquer tout le monde et parler des capacités, mais des risques, parce que ça, c'est tellement sous-estimé de la part des enfants qui n'ont pas ce recul, c'est normal. Il y a un vrai truc à faire. J'avais une dernière question pour toi pour clôturer cet épisode. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur une de tes formations? Alors ça peut être loufoque, ça peut être inattendu, ça peut être rigolo, enfin voilà. C'est une bonne question, ça. Je vais t'en donner une. C'est comme toi, évidemment, moi je commence toujours par un petit tour de table pour comprendre un petit peu leurs attentes et puis aussi leur degré de maturité par rapport à l'IA, pour comprendre un petit peu et affiner mon contenu de formation. Et je me suis retrouvé un jour avec, il y avait une douzaine de personnes, on fait le tour de table, et la dernière personne, en fait, je le sentais venir, hein, mais la dernière personne qui était là un peu par obligation, parce que c'était une formation en intra-entreprise, et elle est partie, elle était assez véhémente sur le fait que oui, de toute façon, les IA, c'est n'importe quoi, on va tous mourir, elles vont devenir indépendantes, etc., etc., c'est la fin de la race humaine, etc., etc. Mais vraiment assez violent, alors pas contre moi, hein, mais contre ces technologies-là, et pas du tout d'intérêt, même de la grande crainte avec l'arrivée de ces technologies-là. Et s'en est suivi, en fait, il y a un ou deux qui étaient d'accord avec lui, et le reste du groupe n'était pas d'accord, et c'est parti en vrille totale, le tour de table, alors que c'était des collègues, hein. Mais c'est parti en vrille totale avec les pour et les contre, et c'était assez brutal et assez violent à un moment donné. Il a fallu que je recadre la formation parce que j'ai bien senti que c'était verbalement assez violent, et ça m'a quand même assez surpris. Après, ça s'est bien passé, et puis même la personne à la fin de la formation qui était vraiment complètement en dehors de tout ça commençait à comprendre en fait ce qu'on pouvait faire avec, les limites aussi de ces outils-là. Et je suis sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a commencé à tester 2 ou 3 outils, j'en suis quasiment persuadé, évidemment. Mais ça m'a été assez singulier comme tour de table. Ça arrive dans chaque formation, je te rassure. Alors peut-être pas aussi véhément, mais c'est une des plus belles victoires finalement. C'est quand cette personne, à la fin de la formation, vient te voir et vient dire « Bah merci, en fait, maintenant je comprends et je vais utiliser les outils. » Donc bravo d'avoir réussi à sensibiliser cette personne et à lui avoir fait voir le potentiel qu'elle pouvait exploiter de ces outils d'IA. Je te remercie beaucoup Sébastien d'avoir partagé tes retours d'expérience, des formations que tu peux donner. Si on veut être formé par toi, on te trouve sur LinkedIn. Oui, est-ce que tu as d'autres canaux? Ouais, alors je suis un peu partout évidemment parce que j'explore aussi les réseaux sociaux parce que ça fait partie aussi de mon métier, mais je suis principalement sur LinkedIn. Ouais. Tu es en région nantaise? Ouais, un petit peu plus en dessous. Je suis de la région Nouvelle-Aquitaine, alors nord Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres. Donc c'est là où on peut me trouver aussi. Mais je voyage beaucoup. Et tu te déplaces partout. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup Sébastien. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome.
Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.